Je n'ai jamais pensé qu'un jour j'écrirais cela, mais peut-être que partager cette histoire m'aidera à assimiler tout ce qui s'est passé. Je m'appelle Alexandra Carter, et pendant une grande partie de ma vie, j'ai vécu avec la certitude que j'étais destinée à hériter de la maison qui, depuis des générations, appartenait à ma famille. Je connaissais chaque détail à son sujet, chaque fissure discrète dans les murs, chaque meuble qui racontait une histoire. J'ai grandi en croyant que cet endroit n'était pas seulement une maison, mais une extension de qui j'étais. Mes parents ne l'ont jamais dit ouvertement, mais ils ont toujours laissé entendre qu'étant l'aînée et la seule à avoir un véritable intérêt pour la propriété, il serait naturel qu'elle me revienne un jour. Mais, comme je l'ai découvert de la pire des manières, tout dans la vie ne suit pas la logique que nous attendons. Et lorsque cette logique est façonnée par des traditions dépassées et du favoritisme, l'issue peut être douloureusement prévisible. Le plus ironique, c'est que pendant des années, j'ai fait tout ce que quelqu'un dans ma position devait faire. Non seulement j'ai étudié chaque détail du manoir, mais je suis également devenue une experte dans le secteur immobilier, tandis que d'autres personnes de mon âge profitaient de leur jeunesse. Je travaillais, j'étudiais le marché, je faisais des contacts. Et, bien sûr, pendant que je construisais mon propre empire, mon frère Michael suivait le chemin opposé. Fêtes, dettes, mauvais investissements. Il semblait qu'il avait un talent particulier pour prendre les pires décisions possibles. Mais rien de tout cela n'importait à mes parents. Pour eux, Michael serait toujours l'héritier. Il aurait toujours une place garantie, tandis que moi, peu importe mes efforts, je ne serai jamais suffisante. Lorsque l'on m'a appelée à la réunion qui définirait l'avenir de la propriété, je savais déjà ce qui allait se passer. La vérité, c'est que, malgré tous mes efforts pour devenir quelqu'un d'indépendant, de réussi et financièrement stable, cela n'a jamais été suffisant pour mes parents. Pour eux, mon frère Michael a toujours été le centre de tout. Il n'avait rien à prouver, il n'avait pas besoin de faire des efforts. Il suffisait qu'il existe. Pendant des années, il a accumulé des échecs, gaspillé de l'argent et n'a jamais pris rien au sérieux. Mais, d'une manière ou d'une autre, il trouvait toujours un moyen de le protéger. Je me souviens de toutes les fois où il commettait des erreurs. Et, au lieu d'affronter les conséquences, il avait mes parents à ses côtés pour tout réparer. Un mauvais investissement, il le couvrait. Un problème financier, il le résolvait. Pendant ce temps, j'apprenais dès mon plus jeune âge que, si je voulais quelque chose, je devais le conquérir par moi-même. La différence entre nous a toujours été criante, mais personne ne semblait le voir. Et ce jour-là, lorsque je me suis enfin assise à la table pour entendre la décision officielle, il n'était pas surprenant qu'ils annoncent que Michael hériterait du manoir. Ce qui m'a surprise, c'est la tranquillité avec laquelle j'ai reçu la nouvelle. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas débattu, je n'ai pas supplié. J'ai simplement souri et hoché la tête, comme si cette décision ne faisait plus partie d'un scénario que je connaissais par cœur. Mais, au fond de moi, quelque chose a complètement changé à cet instant, parce que ce qu'il ne savait pas, et ce que Michael ne pourrait jamais imaginer, c'est que j'étais bien en avance sur eux. Ce que personne dans cette salle ne savait, c'est que j'avais déjà pris ma décision bien avant que ce jour n'arrive. Alors que mes parents considéraient ma carrière dans l'immobilier comme un projet parallèle, sans importance, je construisais silencieusement quelque chose de bien plus grand qu'ils ne pouvaient imaginer. Au cours des 5 dernières années, j'ai discrètement acheté tous les terrains et propriétés autour du manoir, de petits lots, de vieux immeubles, des terrains vagues. Chaque achat a été réalisé dans un but bien précis. Je savais qu'à tôt ou tard, la grande décision concernant l'héritage serait prise, et je refusais d'être prise au dépourvu ou de supplier pour quelque chose qui devrait m'être dû par le mérite. Mes parents pouvaient donner le manoir à Michael, mais ils ne pouvaient pas empêcher ce qui était sur le point de se passer autour de lui. Et quand le moment venu serait arrivé, je ferais en sorte que chacun ici
comprenne exactement ce que cela signifiait de me sous-estimer. Assise lors de cette réunion, écoutant mon père prononcer un discours sur la tradition et honorer l'héritage familial, j'ai dû retenir un sourire. Si seulement il savait. Quand ce fut enfin mon tour de parler, je me suis levée calmement et j'ai regardé autour de moi. Michael était détendu dans son fauteuil, arborant cet air de supériorité que seule une personne habituée à recevoir tout sur un plateau peut afficher. Mes parents m'observaient, attendant que je réagisse, comme la fille rationnelle et contrôlée que j'ai toujours été. Mais, pour la première fois, j'ai décidé de leur montrer qui je suis vraiment. J'ai sorti de ma poche une petite télécommande et, d'un clic, les lumières de la salle se sont éteintes. En quelques secondes, un écran géant a illuminé le mur, révélant des images qui ont laissé tout le monde en silence. Les yeux de Michael se sont écarquillés. Mon père a froncé les sourcils, confus. Ma mère a couvert sa bouche de la main. Devant eux se trouvait la projection de mon projet, le Riverside Plaza, un complexe immobilier évalué à 500 millions de dollars. Un projet gigantesque qui transformerait complètement le paysage de cette région. Les gratte-ciels modernes, les boutiques sophistiquées, l'hôtel 5 étoiles. Tout cela rendrait le manoir un simple détail insignifiant au milieu du futur que j'étais sur le point de construire. Le silence dans la salle était presque palpable. Je pouvais sentir le poids du choc dans les regards de tous, surtout dans celui de Michael. Pour la première fois, il ne semblait pas si sûr de lui. Mes parents, qui l'avaient toujours protégé de toute conséquence, se retrouvaient maintenant face à quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Mon projet n'était pas un plan futur ou une idée abstraite. C'était une réalité en marche. Les images sur l'écran montraient des maquettes numériques, des prévisions de vente, des contrats signés avec des investisseurs renommés. Ce n'était pas un caprice, c'était un empire. Alors que Michael dépensait de l'argent dans des paris et des affaires ratées, je planifiais un futur où le manoir ne serait plus qu'un vestige du passé. Il pouvait me refuser la maison familiale, mais je réécrirais le destin de cette propriété d'une manière que personne n'avait jamais imaginée. Le plus ironique, j'ai fait tout cela sans avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit. Mes parents avaient toujours voulu me tenir à l'écart de l'héritage familial. Et maintenant, ils voyaient que j'avais créé un héritage bien plus grand que tout ce qu'ils auraient pu rêver. Michael fut le premier à tenter de réagir, mais sa voix était hésitante. Il regardait les projections, comme s'il tentait encore de comprendre ce qui se passait. Ça ne peut pas être vrai, murmura-t-il, regardant nos parents en quête d'une réponse, d'une sorte de salut. Mais pour la première fois, il n'avait rien à dire. Mon père, qui avait toujours été un homme d'opinion forte, se contentait de fixer les images sans expression. Ma mère, qui adoucissait habituellement toute situation, semblait perdue. Je me suis accordé quelques secondes pour savourer l'instant avant de rompre le silence. Pendant des années, vous m'avez fait croire que je ne ferais jamais partie de cet héritage, commençai-je, d'une voix ferme, sans le moindre soupçon de rancune. Alors, j'ai créé le mien, les mots, sortir sans effort, chargés d'une certitude que j'avais toujours eue, mais que je n'avais jamais exprimée à haute voix jusqu'à présent. Michael avala brusquement, et je réalisai que, pour la première fois, il comprenait vraiment ce que signifiait être désavantagé. L'impact de ma déclaration planait encore dans l'air lorsque Michael se leva brusquement de sa chaise, comme s'il voulait argumenter, contester, trouver un moyen d'invalider tout cela. Mais il n'y avait aucune faille, aucune lacune. Je vis sur son visage la lutte intérieure entre l'incrédulité et le désespoir. Pendant toute notre vie, il avait toujours la certitude que, quels que soient ses échecs, il y aurait toujours quelqu'un pour le soutenir. Mais maintenant, il se retrouvait face à une réalité qu'il n'avait jamais imaginée.
Pour la première fois, il n'y avait plus de filet de sécurité. Mes parents restaient silencieux, et je réalisais qu'à cet instant précis, ils réfléchissaient peut-être à toutes les décisions qu'ils avaient prises au fil des années. Pour la première fois, je vis mon père sans cette posture imposante. Je vis ma mère sans les mots réconfortants qu'elle réservait habituellement au fils préféré. Je ne voulais pas qu'ils se sentent humiliés, mais je voulais qu'ils comprennent. Qu'ils comprennent enfin qu'ils avaient passé des années à ignorer la mauvaise personne. Je pris une profonde inspiration avant de continuer, gardant un ton calme, sans aucune trace de vengeance ou de ressentiment. « Je ne suis pas là pour vous prouver quoi que ce soit, » dis-je, en les regardant tous de nouveau. « Je l'ai fait pour moi, et c'était la plus pure vérité. Oui, pendant des années, j'ai cherché la reconnaissance de ma famille. Oui, j'ai souhaité qu'ils voient ma valeur. Mais en fin de compte, ma plus grande victoire a été de réaliser que je n'avais pas besoin de leur validation pour construire quelque chose de grandiose. Ils pouvaient me refuser la maison, mais ils ne pouvaient pas me refuser le succès que j'ai remporté de mes propres mains. Le Riverside Plaza n'était pas un acte de revanche. C'était un symbole de mon indépendance. Michael a passé toute sa vie à attendre que tout lui soit donné. Pour ma part, j'ai passé ma vie à m'assurer que rien ne me soit enlevé. La différence entre nous n'a jamais été aussi évidente qu'à cet instant. Michael se passa la main sur le visage, tentant de tout assimiler. Il regardait les images sur l'écran, puis moi, puis nos parents, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un dise que tout cela était une énorme erreur. Mais ce n'était pas le cas. Il se retrouvait face à une réalité qu'il n'avait jamais envisagée. Je n'étais pas seulement la sœur appliquée qu'il pouvait ignorer. J'avais du pouvoir, j'avais de l'influence, et, par-dessus tout, j'avais un contrôle total sur ce qui allait se passer ensuite. « Et qu'advient-il du manoir » demanda-t-il enfin, d'une voix chargée d'incertitude. Je maintins son regard quelques secondes avant de répondre. « Il reste à toi, » dis-je simplement. « Mais désormais, il fait partie d'un quartier qui m'appartient. » C'est à ce moment-là que je vis le déclic. Il comprit, une bonne fois pour toutes, ce que cela signifiait. Il pouvait tenir les clés de la maison, mais il ne pouvait rien contrôler autour de lui. J'avais façonné l'avenir de cet endroit. Et lui, il était prisonnier du passé. Mes parents échangèrent des regards, et pour la première fois, je vis une ombre de regret sur leur visage. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils se précipitent pour demander pardon, mais l'absence de tout argument en disait plus que 1000 mots. Mon père s'éclaircit la gorge, tentant de retrouver sa contenance. « Tu as toujours été déterminé, » dit-il d'un ton neutre, comme s'il essayait encore de tout comprendre. Je ne répondis pas immédiatement. J'attendis simplement. J'attendis de voir s'il y aurait une tentative de minimiser ma réussite, s'ils essaieraient encore de me convaincre que ce n'était qu'un projet ambitieux et rien de plus. Mais il n'y en eut pas. Pour la première fois de ma vie, mon père me regardait comme s'il voyait vraiment qui j'étais. Et ma mère, qui avait toujours eu tendance à minimiser mes ambitions, baissa simplement la tête. Il n'en fallait pas plus. J'avais déjà gagné. Michael laissa échapper un rire nerveux. Mais ce n'était pas de la moquerie, c'était de l'incrédulité. Pour la première fois de sa vie, il n'avait plus d'atout caché. Isaïe n'avait pas de plan B dans lequel nos parents viendraient le sauver de la situation. Je pouvais voir la confusion dans ses yeux, la façon dont son esprit tentait désespérément de trouver une issue. Mais il n'y en avait pas. « Alors, c'est tout ?» demanda-t-il, d'une voix chargée d'incertitude. « Tu as tout détruit ?» Je ne m'attendais pas à cette question, et pendant un instant, je ressentis une pointe de quelque chose que je ne savais pas nommer, de la pitié, peut-être, mais je refusais de me laisser emporter. « Je n'ai rien détruit, Michael, » répondis-je avec le calme de quelqu'un qui connaissait déjà l'issue. Bien avant que cela n'arrive, j'ai construit quelque chose de plus grand. Il prit une profonde inspiration, détournant le regard. Pour la première fois,
Il semblait comprendre que son nom de famille, qui avait toujours été un passeport pour des privilèges et des opportunités, ne signifiait plus autant dans ce contexte. J'aurais pu m'arrêter là, j'aurais pu quitter cette salle, laissant chacun d'eux plonger dans ses propres réflexions, mais quelque chose en moi m'empêchait tout simplement de tourner les talons et de partir. Peu importe que Michael fût un désastre ambulant, il restait mon frère, et au fond, une partie de moi voulait qu'il comprenne que c'était sa dernière chance de changer. « Si tu veux, je peux t'offrir un emploi », dis-je en croisant les bras. Le silence qui suivit fut écrasant. Il fronça les sourcils, attendant clairement que ce soit une plaisanterie, pas un poste symbolique, pas un titre vide, continuai-je. Un emploi réel, avec de véritables exigences, avec de réelles responsabilités. Il ouvrit la bouche pour répliquer, mais hésita. Pour la première fois, il se retrouvait devant un choix que personne ne pouvait décider pour lui. Pour la première fois, il devrait prouver sa propre valeur. Michael me regarda longuement, comme s'il tentait de déceler quelques traces de sarcasme ou d'ironie dans mon expression. Mais il n'y en avait aucune. Je parlais sérieusement. Ce n'était pas une offre faite par pitié, ni un coup final pour l'humilier. C'était une opportunité réelle. Il avala brusquement, détourna le regard et se frotta les mains nerveusement. Pour la première fois, il n'y avait pas de tapis rouge étalé devant lui. Il n'y avait pas de solution magique à ses problèmes. S'il voulait une place dans le nouveau monde que j'avais construit, il devait se prouver. « Et si je dis non ?» demanda-t-il, sans me regarder. Je haussai les épaules. « Alors, bonne chance pour essayer de maintenir cette maison », répondis-je simplement. Il n'y avait pas de menace, juste des faits. Le manoir restait à lui, mais sans le soutien financier de nos parents et sans aucune source de revenus propres, il se rendrait vite compte que maintenir cet endroit serait impossible. Je n'eus pas besoin d'en dire plus. Mes parents restaient silencieux, mais je sentais leur regard sur moi. Ma mère semblait sur le point de dire quelque chose, mais hésitait. Mon père, toujours aussi rigide, se contentait de m'observer, comme s'il tentait de comprendre à quel moment la fille qu'il avait toujours sous-estimée était devenue la femme qui se tenait devant lui. Michael n'avait toujours pas répondu. Son orgueil était blessé, c'était évident, mais je savais qu'au fond, lui aussi savait que c'était sa seule véritable chance de repartir à zéro. « Tu m'as détesté tout ce temps, n'est-ce pas ?» lâcha-t-il soudain, et son ton n'était pas accusateur. C'était simplement une pensée qu'il avait enfin exprimée. Je soupirai, ne voulant pas nourrir cette vision simpliste de la situation. « Non, Michael, » répondis-je. Le problème n'a jamais été la haine. C'était le fait que, pendant des années, j'ai dû me battre pour obtenir quelque chose que tu recevais toujours sans effort. Il resta silencieux, et à cet instant, je crois qu'il comprit enfin. Michael baissa la tête et poussa un long soupir. Pour la première fois, il semblait vraiment épuisé. Non pas physiquement, mais mentalement, émotionnellement. Peut-être revoyait-il toutes les décisions qu'il avait prises, toutes les opportunités gaspillées, tous les moments où il pensait qu'il n'aurait jamais à se soucier de l'avenir, parce qu'il y aurait toujours quelqu'un pour réparer ses erreurs. Je ne ressentis aucun plaisir à le voir ainsi. Aussi, une partie de moi aurait voulu qu'il comprenne la gravité de la situation, mais une autre partie savait que ce processus de déconstruction n'était pas simple. Michael avait passé sa vie à être traité comme intouchable, et maintenant, pour la première fois, il faisait face aux conséquences de cela. Mais il y avait encore une voie, il y avait encore une issue, s'il était prêt à l'accepter, et je n'avais pas l'intention de le forcer. C'était un choix qu'il devrait faire seul. Le silence fut long, mais pas inconfortable. C'était nécessaire. Je pouvais sentir le poids de la décision peser sur lui. Mes parents, qui jusqu'alors semblaient paralysés, commencèrent enfin à montrer une réaction. Ma mère regarda Michael avec un mélange d'inquiétude
et d'attente. Mon père, toujours si fier, maintenait une posture rigide, mais quelque chose dans son regard indiquait qu'il attendait aussi la réponse de son fils. Mais, au fond, ce n'était pas un choix qui concernait uniquement Michael. C'était aussi une question pour mes parents, de voir enfin ce qu'ils avaient fait au fil des années. Comment ils avaient créé un homme inapte au monde réel. Et c'était pour moi, pour le fait que, quoi qu'il arrive, je n'étais pas là pour chercher l'approbation. J'avais tout conquis par moi-même. Ce qui suivrait ne changerait rien à cela. Michael prit une profonde inspiration, redressa la tête et me regarda. « Quand puis-je commencer ?» Sa question surprit tout le monde. Même moi, qui avais déjà envisagé cette possibilité, ressentis une légère vague de soulagement en l'entendant. Non pas parce que je voulais prouver quelque chose, mais parce que cela signifiait que Michael, malgré toute sa résistance, avait compris qu'il ne pouvait pas continuer à vivre dans l'ombre des autres. Je gardais une expression neutre, sans montrer le moindre signe de satisfaction. Lundi, 9 heures du matin, dans mon bureau, répondis-je de manière objective, comme je le ferais avec tout nouvel employé. Il acquiesça lentement, et pendant un bref instant, je pus voir le combat intérieur qu'il menait contre lui-même. Accepter. Cette offre signifiait admettre qu'il avait besoin de changer. Et pour quelqu'un qui avait passé sa vie à être épargné des responsabilités, cette acceptation était un pas gigantesque. Mais il était là, pour la première fois, face à la réalité. Il ne demanda pas de privilèges, n'essaya pas de négocier un meilleur poste. Il accepta simplement. Et cela, en soi, était déjà un progrès. Mes parents semblaient encore plus hébétés qu'avant. Mon père me regardait avec une expression indéchiffrable, un mélange de fierté et de malaise, comme s'il essayait encore d'accepter que c'était désormais la réalité. Ma mère, en revanche, trouva enfin la voie. « Alexandra, » commença-t-elle, hésitante. « Nous n'avons jamais réalisé... » Mais je levai légèrement la main, l'interrompant poliment. « Il n'est pas nécessaire de dire quoi que ce soit, » répondis-je calmement. Et c'était vrai. Je n'avais pas besoin d'une demande de pardon. La reconnaissance était déjà là, imprimée sur leur visage. Je n'ai pas gardé de rancune. Je n'ai pas ressenti le besoin de leur rappeler tout ce que j'avais enduré, parce qu'au final, ma victoire ne résidait pas dans le fait de les entendre admettre qu'ils s'étaient trompés. Ma victoire résidait dans mon parcours, dans ce que j'avais accompli, dans le fait que, avec ou sans leur soutien, j'étais devenue exactement qui je devais être. Le poids du moment commença enfin à se dissiper, mais l'atmosphère portait encore les traces de tout ce qui avait été dit. Et non, dit, Michael était visiblement mal à l'aise. Peut-être à cause du choc de devoir enfin assumer une responsabilité réelle. Ou peut-être parce que, pour la première fois, il réalisait combien il avait perdu au fil des années. Je savais que son parcours ne faisait que commencer. Travailler pour moi ne serait pas facile. Il n'aurait aucun privilège, ni un nom de famille pour le protéger des échecs. Mais, au fond, j'espérais que cela serait le coup de pouce dont il avait besoin pour devenir quelqu'un, capable de construire quelque chose par lui-même. Il avait passé des années à vivre dans l'ombre des attentes de nos parents, à être gâté et épargné de toute conséquence. Maintenant, pour la première fois, il devrait se prouver. Et s'il échouait, il n'y aurait pas de seconde chance. C'était là la différence entre nous. Alors que je n'avais jamais eu d'autre choix que de me battre, Michael avait toujours trop d'options. Le regard de mon père changea. Pour la première fois, ce n'était pas le regard d'un homme qui me voyait comme la fille qui devait trouver sa place. C'était le regard de quelqu'un qui voyait enfin qui j'avais toujours été. Il poussa un long soupir et se pencha légèrement en avant, comme s'il voulait dire quelque chose. Mais au dernier moment, il changea d'avis. J'ai compris. Parfois, le silence en disait plus que des mots. Ma mère, en revanche, semblait encore digérer tout ce qui s'était passé. Le choc de réaliser que son fils parfait, celui qu'elle avait protégé toute sa vie,
dépendait désormais de moi était quelque chose qu'elle n'avait jamais envisagé. « Es-tu heureuse ?» demanda-t-elle soudain, d'une voix douce, mais pleine de sens. La question me prit au dépourvu, non pas parce que je ne connaissais pas la réponse, mais parce que je n'avais jamais imaginé qu'elle se soucierait de le demander. Je souris légèrement et répondis, sans hésiter, « Oui, pour la première fois, oui. » Le dîner qui aurait dû être une célébration du transfert de propriété à Michael se termina de manière complètement différente de ce que mes parents avaient imaginé. Ils ne dirent de plus rien après ma réponse. Le poids de la réalité s'était enfin installé et il n'y avait pas besoin de prolonger cette conversation. Je me levai de table, pris mon sac et, avant de partir, j'adressai un dernier regard au manoir qui, pendant si longtemps, avait symbolisé tout ce que je pensais vouloir. Pendant des années, je m'étais efforcée d'être digne de cet endroit, comme si mon identité était liée à ces murs. Mais maintenant, en le regardant, je réalisais que je n'éprouvais plus aucun attachement. Ce n'était plus qu'un ancien immeuble, appartenant à un passé qui ne me définissait plus. Mon héritage n'était pas cette maison. Mon héritage était tout ce que j'avais construit à l'extérieur. Et, ironiquement, c'était à ce moment-là que je me sentis enfin libre. Lorsque je franchis la porte et respirai l'air frais de la nuit, je ressentis un soulagement inattendu. Je ne supportais plus le poids d'essayer de plaire, de chercher l'approbation, de m'intégrer dans un moule qui n'avait jamais été fait pour moi. Mon entreprise, ma vision, ma détermination, tout cela m'appartenait. Et personne ne pouvait me l'enlever. Le lendemain, en conduisant vers mon bureau, je vis quelques-unes des premières démolitions commencer dans les rues autour du manoir. Le Riverside Plaza n'était plus qu'un projet sur papier et commençait à devenir réalité. Je souris en voyant les premiers signes de la transformation que j'avais planifiée depuis si longtemps. Le passé était en train d'être démantelé, brique par brique, laissant place à quelque chose de nouveau, quelque chose qui m'appartenait. Ce matin-là, je m'assis à mon bureau, ouvris mes emails et vis une notification de réunion. C'était Michael. Il avait confirmé sa présence pour lundi. Je ne savais pas encore s'il parviendrait à gérer le travail, mais pour la première fois, il essayait. Et peut-être, juste peut-être, cela était déjà un début. Le lundi arriva plus vite que je ne l'avais prévu, et avec lui, un étrange mélange de curiosité et de scepticisme. Je me demandais si Michael se présenterait réellement, ou s'il trouverait une excuse pour éviter ce premier jour de travail. Mais à 8h57, 3 minutes avant l'heure convenue, il entra par la porte du bureau. Il ne portait pas le costume cher et exagéré qu'il avait l'habitude de mettre lors des rares fois où il essayait de se faire passer pour un homme. Homme d'affaires, il était vêtu d'une simple chemise, d'un pantalon de ville et arborait un regard mêlant malaise et détermination. « Bonjour », dit-il, sans arrogance, sans ironie, juste un salut sincère. Je lui fis signe de me suivre et l'emmenai dans la salle de réunion. Certains de mes directeurs étaient déjà présents et aucun d'eux ne savait que Michael était mon frère. Il serait traité comme n'importe quel autre employé, et c'était exactement ce que je voulais. La première tâche que je lui assignai fut simple, réviser des contrats de location et identifier d'éventuelles incohérences. Rien de glamour, rien de facile. Je l'observais de loin, pendant qu'il s'asseyait et commençait à travailler. C'était étrange de le voir ainsi, hors de sa zone de confort, sans personne pour le sauver des difficultés. Dans les premières minutes, je vis qu'il était perdu, confus, mais il n'abandonna pas. Il ne prit pas son téléphone pour se distraire. Il n'essaya pas de déléguer la tâche à quelqu'un d'autre. Il se contenta de prendre une profonde inspiration et continua. C'est à ce moment-là que je réalisais que, peut-être, pour la première fois de sa vie, Michael essayait vraiment. Mon père disait toujours que le leadership ne consistait pas à donner des ordres, mais à inspirer les gens, à faire plus que ce qu'ils pensent être capables.
Je n'y avais jamais vraiment cru. Mais là était mon frère, essayant de prouver qu'il pouvait être quelqu'un de mieux. Je ne savais pas s'il y parviendrait, mais je savais que, s'il échouait, cette fois, ce ne serait pas par manque d'opportunité. Et cela, pour moi, était suffisant. Les jours suivants furent un test silencieux. Je n'interférais pas dans le travail de Michael. Je ne lui accordais aucun traitement spécial. Et, surtout, je ne le ménageais pas. S'il voulait une place ici, il devait la conquérir, comme n'importe quel autre employé. À ma grande surprise, il ne se plaignit pas. Il n'essaya pas d'utiliser son nom de famille comme un bouclier, ni de chercher un raccourci pour faciliter les choses. Il fit simplement ce qui devait être fait. Il y eut des moments où il luttait clairement contre ses vieilles habitudes. Parfois, je le voyais regarder l'horloge, inquiet, comme s'il était habitué à une vie où le temps était un luxe et non une ressource à bien gérer. Mais, dans l'ensemble, il resta ferme. Et cela, venant de Michael, était déjà un grand progrès. Le 3e jour, l'un des superviseurs de l'équipe m'appela pour me dire qu'il avait identifié une erreur grave dans l'un des contrats. Il a peut-être du talent pour cela, commenta-t-il. S'il continue à ce rythme, il pourrait être un atout précieux pour l'entreprise. Entendre cela me surprit. Pour la première fois, quelqu'un voyait le potentiel en Michael, sans que notre famille ne le force à cela. Lui-même créait cet espace, se prouvant sans que j'aie à intervenir. Cet après-midi-là, je me rendis dans la salle où il travaillait, et je le trouvais concentré, griffonnant des notes sur un papier. Il remarqua ma présence, et me regarda avec attente, probablement en espérant une critique ou un ordre. Mais je me contentais de croiser les bras et demander « Ça te plaît, le travail ?» Il hésita une seconde, avant de répondre. Mais, lorsqu'il parla, sa voix n'avait plus l'insécurité d'avant. « C'est plus difficile que je ne le pensais », admit-il, en laissant échapper un petit rire. « Mais, c'est intéressant. Ce n'était pas une confession grandiose, ni une déclaration de changement radical, mais c'était honnête. Et, connaissant Michael comme je le connaissais, cela signifiait bien plus que n'importe quelle excuse ou promesse vide. Les jours se transformèrent en semaines, et peu à peu, Michael commença à s'intégrer dans la routine de l'entreprise. Ce ne fut pas une transformation miraculeuse, ni quelque chose digne d'une rédemption cinématographique. Il continuait à commettre des erreurs, avait encore des moments de frustration, mais la différence était que, désormais, il ne les fuyait plus. Il apprenait. L'homme qui, auparavant, attendait que quelqu'un règle ses problèmes, se retrouvait, enfin, à les affronter de front. Je l'observais de loin, sans trop intervenir, mais je remarquais les petits changements. Il commença à arriver à l'heure, sans que quelqu'un ait besoin de lui rappeler. Il cessa de déléguer des tâches qu'il devait accomplir lui-même. Et, un jour, lorsqu'un des directeurs de l'entreprise tenta de le déprécier, Michael se contenta de prendre la critique, de l'absorber et d'améliorer son travail, sans dispute, sans excuse. Cela me fit comprendre que, peut-être, pour la première fois, il voulait vraiment changer, non pas pour impressionner nos parents ou pour me prouver quelque chose, mais pour lui-même. C'est à cette même époque que mes parents commencèrent à agir différemment. Depuis ce soir fatidique du dîner, leur comportement avait changé. D'abord, de manière subtile, mon père demandait des nouvelles des avancées du Riverside Plaza. Ma mère voulait en savoir plus sur ma routine dans l'entreprise. Puis, de manière plus explicite, un jour, à ma grande surprise, mon père demanda à fixer une réunion avec moi. Mais, cette fois, non pas en tant que père et fille, mais en tant qu'investisseur. Lui et ma mère voulaient discuter d'opportunités d'affaires au sein de mon empire immobilier. C'était un moment que, des années auparavant, j'aurais rêvé de vivre, le jour où ils verraient enfin ma valeur. Mais, curieusement, lorsque ce moment arriva, je réalisai que je n'en avais plus besoin. Leur reconnaissance ne définissait plus qui j'étais. Et, pour la première fois,
J'étais aux commandes de la relation. Alors, au lieu de chercher la validation, je traitais cette réunion exactement comme elle était. Une affaire. La réunion eut lieu dans mon bureau, pas dans le manoir. Ce détail en lui-même marquait déjà un changement. Pendant des années, toutes les décisions familiales étaient prises dans cette maison, sous l'autorité de mon père. Mais maintenant, la dynamique avait changé. Ils étaient sur mon territoire. Je les reçus avec professionnalisme, sans aucune trace de la petite fille qui avait jadis supplié pour obtenir de la reconnaissance. Mon père était venu préparer, avec des documents, des tableaux et des projections. Il était vraiment intéressé. Ce n'était pas qu'un geste symbolique. Ma mère, en revanche, semblait plus nerveuse que lui, peut-être parce qu'en entrant dans mon bureau et en voyant mon équipe me traiter avec respect, elle avait enfin réalisé que je n'étais plus la fille qui avait besoin de leur approbation. J'étais une leader. Au cours de la réunion, nous avons discuté de stratégie, d'investissement et de possibilités. Mon père posa des questions techniques et je répondis avec assurance. Il n'y eut aucune émotion, aucune discussion sur le passé, juste des affaires. Et, curieusement, c'est cela qui les fit enfin me voir comme une égale. Lorsque la réunion se termina, ma mère hésita avant de partir. Mon père rangeait déjà les papiers, satisfait de ce qu'il avait entendu, mais elle resta immobile un moment, comme si elle cherchait les mots justes. Puis, finalement, elle dit « Tu as construit quelque chose d'incroyable, Alexandra. » C'était un compliment simple, sans fioriture, mais il y avait quelque chose de sincère là-dedans. Et, pour la première fois, je réalisais qu'elle essayait vraiment de comprendre qui j'étais devenue. Je ne répondis pas immédiatement. Je me contentais de hocher la tête et de sourire légèrement. Elle ne demanda pas pardon, et je n'attendais pas qu'elle le fasse. Certaines choses n'ont pas besoin d'être dites à voix haute pour être comprises. Lorsqu'ils partirent, je m'assis à mon bureau et respirai profondément. Pendant des années, j'avais poursuivi ce moment, aspirant à leur acceptation. Mais maintenant qu'il était arrivé, je réalisais que ma plus grande victoire n'était pas d'être reconnue. C'était le fait que, peu importe ce qu'ils pensaient, je savais déjà exactement qui j'étais. Les mois passèrent et le Riverside Plaza commença à prendre forme. Chaque fois que je visitais le chantier, je voyais un autre morceau de mon projet sortir du papier et devenir réalité. C'était une sensation difficile à décrire. Ce n'était pas seulement de la fierté, c'était la certitude que j'avais fait ce qu'il fallait. Pendant ce temps, Michael restait ferme au travail. Il ne devint pas un prodige du jour au lendemain, mais il faisait des progrès. Il continuait à commettre des erreurs, mais il en tirait des leçons. Il se frustrait encore, mais il ne fuyait plus les difficultés. Un jour, après une réunion particulièrement difficile, je le retrouvai sur la terrasse de l'immeuble de l'entreprise, observant la ville. « C'est drôle, » dit-il, sans détourner les yeux de l'horizon. « J'ai passé toute ma vie à penser qu'un nom suffisait. Mais au final, ce qui compte vraiment, c'est ce que l'on ait fait. » Pour la première fois, je sentis qu'il comprenait. Pas parce que quelqu'un le l'avait forcé, mais parce qu'il arrivait lui-même à cette conclusion. Le manoir était toujours là, intact au cœur du quartier, que je transformais jour après jour. Mais, ironiquement, il n'avait plus le même poids qu'avant. Ce n'était plus le symbole de quelque chose que j'avais perdu, mais un souvenir d'un cycle que j'avais enfin clos. Mes parents continuaient à rendre visite à Michael, fréquemment, et, bien que notre relation ne fût jamais devenue affectueuse, il y avait désormais un respect mutuel entre nous. Je les voyais de temps en temps, généralement lors d'événements de l'entreprise ou de réunions d'investisseurs. Nous ne parlions jamais du passé. Nous ne revisitons jamais les vieilles blessures. Et, pour moi, cela suffisait. Je n'avais pas besoin qu'ils me disent qu'ils étaient fiers. Je le voyais dans leur regard. Je le voyais dans le fait qu'aujourd'hui, ils me consultaient avant de prendre des décisions. Je le voyais dans leur silence chaque fois que mon nom était mentionné comme l'un des plus grands noms du secteur immobilier. Et cela, pour moi, était déjà la réponse que je cherchais.
L'inauguration du Riverside Plaza fut un événement grandiose. Journalistes, investisseurs et leaders du marché immobilier étaient présents pour témoigner de la naissance de l'un des plus grands complexes urbains de la région. Alors que je me promenais dans l'espace, voyant chaque détail enfin concrétisé, je ressentis une satisfaction difficile à exprimer avec des mots. Pendant des années, cette zone n'était qu'un amas de vieux bâtiments et de terrains vagues. Maintenant, c'était un repère architectural, un symbole de ce que j'avais construit avec ma propre vision. Au milieu de la foule, je vis mes parents arriver, discrets, mais présents. Ils n'avaient jamais assisté à aucun de mes événements auparavant, mais maintenant, ils étaient là, sans aucune obligation, simplement pour voir ce que j'avais créé. Michael y était aussi, mais pas en tant que spectateur. Il faisait partie de l'équipe, impliqué dans la planification de la cérémonie et veillant à ce que tout se passe comme prévu. C'était étrange de le voir si concentré, si différent de l'homme qui, un jour, avait supposé qu'il n'aurait jamais besoin de travailler vraiment. À la fin de la soirée, lorsque les invités commencèrent à se disperser, je restai seul un moment, observant les lumières se refléter sur les vitres des immeubles qui dominaient désormais le paysage. Le manoir était toujours là, petit et isolé, au milieu de la grandeur de mon projet. Mais, pour la première fois, il ne semblait plus être un rappel de ce qui m'avait été refusé. Il ne semblait être qu'une pièce du passé, une relique d'une histoire qui ne me définissait plus. J'avais construit quelque chose de plus grand, quelque chose que personne n'avait cru que je serais capable de faire. Et, au final, la meilleure revanche n'a pas été de reprendre ce qui m'avait été enlevé. Ce fut de prouver, sans avoir besoin de dire un mot, que je n'avais jamais eu besoin de cela pour être grande. Je quittais l'événement sans regarder en arrière. Pour la première fois de ma vie, il n'y avait plus rien du passé que je devais porter avec moi. Il n'y avait plus le besoin de prouver ma valeur, de chercher l'acceptation, de désirer ce que j'avais un jour considéré comme m'appartenant de droit. J'avais déjà tout ce dont j'avais besoin. La ville portait désormais mon nom, ma marque, mon héritage. Et, plus que cela, je comprenais enfin que le véritable pouvoir ne résidait pas dans l'héritage de quelque chose, de prêt à l'emploi. Il résidait dans la construction de quelque chose qui ne pourrait jamais être ignoré.